quel miracle j'ai réussi à tomber enceinte naturellement. C'est un sujet qui reste encore tabou. Une fausse couche est souvent vécue comme une épreuve par une femme et sa souffrance pas toujours comprise. On est beaucoup à se poser des questions, à stresser. Quand on souhaite tomber enceinte, on s'imagine souvent que ça viendra rapidement, que tout se passera bien et que très vite on aura notre bébé dans nos bras. Je m'appelle Charlotte, je suis coach en fertilité et ici, dans ce podcast, j'ai envie de libérer la parole. Car oui, le parcours pour devenir mère n'est pas toujours aussi facile qu'on se l'imaginait. Alors je vous invite à découvrir des témoignages de femmes, tantôt fragiles, tantôt délicats, joyeux ou tristes mais toujours uniques. Car de tout ça, il est important d'en parler. Toutes vos histoires méritent d'être racontées. Bonjour Elena et merci de bien vouloir répondre à mes questions. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Donc j'ai 35 ans. Je suis maman d'une petite fille de 15 mois et demi. Je vis avec mon chéri depuis... ça va faire 15 ans en fait maintenant. Oui, ça va faire 15 ans. Donc je suis d'origine capverdienne. Et mon chéri, lui, d'origine algérienne. On a fait tous les deux des études de droit. Et moi, je suis cadre dans une grosse structure territoriale. D'accord. En ressources humaines, voilà. Du coup, à quel moment vous avez décidé avec ton amoureux de vous lancer dans les essais bébés ? Quand on avait 28 ans en fait. D'accord. 28 ans, bon, c'était il y a 7 ans, donc je sais pas si c'était une grosse envie, mais vraiment, moi, ça a été la pilule, c'était physique, je ne pouvais plus la prendre, je la vomissais. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'y arrivais plus, bon, ça faisait déjà une bonne année que j'avais, je sais pas si... Avant ça, je voulais pas d'enfant, mais ça m'a pris aux tripes. Et donc, à un moment donné, je dis stop, on arrête. Et puis, bon, il était super partant. Donc, on s'est dit, allez, ça y est, on fait un bébé, ça va marcher très, très vite. Voilà. D'accord, donc tu étais persuadée qu'en arrêtant ta pilule, du coup, ça allait Ah bah arriver. oui, forcément. Mais en fait, je viens d'une famille où il suffit d'éternuer pour tomber enceinte. Donc, pour moi, ça ne peut être que ça. Donc, c'était, voilà, j'étais persuadée. Enfin, pour moi, la PMA, c'était quelque chose, mais tellement loin, c'était pas envisageable. D'accord, tu savais ce que c'était quand même, t'en avais déjà entendu Oui, parler. je savais ce que c'était, mais je voyais ça comme des couples d'une quarantaine d'années, qui avaient trop attendu, voilà quoi. Ouais. Voilà, c'était, on l'a pas du tout informé. Pour moi, c'était, voilà, toutes mes cousines, mes tantes, ma mère, etc. Tout le monde est tombé enceinte très, très, très vite. Et voilà, il y a eu plusieurs même avortements dans la famille parce que hyper fertilité, quoi. D'accord, ouais. Oui, donc tu t'attendais pas du tout à ce que ça mette du temps, quoi. Pas du tout. Alors là, franchement, pas du tout. Et du coup, au partir de combien de temps tu t'es dit, bon là... En fait, donc, je l'ai arrêté, c'était en mai donc, 2012. Oui, je crois que c'était ça. Et donc, on est parti. Donc, au bout d'un mois, je me suis dit, bon, c'est bizarre, il n'y a rien qui se passe. Donc, je voyais toujours pas mes règles revenir. Mais en fait, ça a mis 2 mois à se remettre bien en route. Parce que donc, j'ai appelé ma gynécologue, elle me dit, mais attendez, ça met du temps des fois à se remettre en route. Donc, ça s'est remis en route. On est parti en vacances. Et à mon retour, j'ai eu un retard de règles. Donc, j'étais persuadée que j'étais enceinte. Et en fait, rien. Et au bout de quand même, et puis là, bon, au bout de 6 mois. Vraiment, au bout de 6 mois, j'ai commencé à m'inquiéter. D'accord. Et du coup, vous en parliez avec ton copain, oui, enfin, oui. avec ton Ah ami. oui, 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 voilà, avec mon chéri, oui, ça c'est ce qui est super important, on en a toujours beaucoup parlé. Parce qu'en plus, moi, je suis une personne particulièrement impatiente. Ça aide pas, hein. Bon, on apprend la patience avec le temps, hein, mais c'est à 28 ans, voilà, je venais de finir mes études, j'avais trouvé un job, voilà, c'était forcément, c'était le moment, là. Ouais, je comprends. C'était le truc, ouais. Et donc, en fait, que nenni, rien du tout. Donc, je vais voir la gynécologue qui me dit, c'est dans ma tête. Vous mettez trop de stress là-dedans. Puis 6 mois, c'est pas beaucoup. Vous savez, la durée moyenne pour tomber enceinte, elle m'a dit c'était 9 mois. D'accord. Donc, bon. Donc, elle t'a renvoyé chez toi en te disant, arrêtez d'y voilà. penser. C'est ça, arrête d'y penser, il n'y a rien. Et puis moi, je commençais à côté de ça, à avoir d'horribles douleurs dans le bas-ventre. Et puis bon, non, mais il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. On ne faisait même pas d'écho, rien du tout, il n'y a rien. Et ça a duré comme ça jusqu'à mes 30 ans. Du coup, où moi, je n'osais plus, en fait, je savais qu'il y avait quelque chose, mais chaque fois, en fait, même mon médecin traitant me disait qu'il n'y avait rien, que c'était dans ma tête, j'étais jeune. Et... Donc pendant 1 an et demi, pendant 1 an et demi comme ça, où on m'envoyait un peu balader.
Et t'arrivais à en parler autour de toi à des personnes? Parce que ça Au devait être début, lourd non, pas du de... tout. Ouais. Pas du tout, pas du tout. À part avec mon chéri, non, j'en parlais pas. Et puis, tout le monde autour de nous, comme on est quand même un vieux couple, entre guillemets, attendait le fameux bébé. Donc, t'en as toujours les questions. Oh, mais pourquoi vous en faites pas un? Vous voulez profiter? Vous êtes un peu égoïste? Enfin, voilà, on a toujours. Mais alors, c'est pourquoi? Et puis, tu vois tous les autres en train de faire des enfants partout, des petits bébés partout. Donc, toi, t'es là, tu mets. Et voilà, il n'y a rien, il n'y a rien. Enfin, il n'y avait jamais rien, en fait. Ouais. Et du coup, à quel moment tu as décidé de dire Euh, non, il y a autre chose, ça fait 1 an et Bah, demi. c'est moi, les douleurs continuaient. Franchement, j'avais très mal, les douleurs continuaient. Enfin, voilà, ça me pourrissait la vie, cette histoire. Et mon chéri avait dans sa famille une gynécologue qui se trouvait être spécialiste en fertilité. Et mais que je voulais jamais voir parce que je connaissais très bien et je trouvais ça gênant. Mm. Et je voulais pas lui en parler. Donc, un jour, il me fait, mais tu devrais quand même aller la voir, écoute, on sait jamais. Donc là, elle voit, elle me fait une écho pelvienne et elle voit que j'ai plein de fibromes, dont un gros fibrome qui bouge, enfin, qui est sur le col, vraiment mais un gros fibrome de 10 centimètres quoi. En principe, le fibrome, c'est pas, voilà, il n'y a pas de risque d'infertilité, mais bon, voilà, apparemment, ça vous aurait pu gêner, donc j'ai une opération, les douleurs partent après l'opération et tout va bien, on se dit que ça va relancer. Et là, elle me dit, mais quand même, si ça marche pas, dans 6 mois, enfin voilà, tu attends la fin. Voilà, il a fallu qu'on attende quand même 6 mois avant de reprendre les essais bébés. Et si ça ne marche pas, tu reviens. Donc, ouais, on revient, et puis là, elle fait, bon, on va quand même lancer les tests. Et il s'est avéré, en fait, que moi, j'avais, hormonalement parlant, enfin, c'était n'importe, enfin, j'avais des gros soucis au niveau des pics FSS, LH, ou je sais plus quoi. Enfin bref, j'avais un gros souci hormonal. Et mon chéri aussi. Lui, le spermogramme n'était pas bon. D'accord. Et donc c'était voilà, multifactoriel. Voilà, c'était multifactoriel. Donc voilà, là ça faisait quand même, bon après l'opération de ça faisait quand même déjà 2-3 ans qu'on essaie de faire un bébé, franchement, ça faisait quand même pas mal de temps, donc on se lance dans les PMA, donc d'abord ça a été l'insémination. Parce que du coup là ils nous disent dit, ouais bon, non ça marchera pas. Ouais, ça marchera pas, de suite ils vous Voilà. orientent, ils vous disent là il faut... Voilà, c'est ça. D'accord. Mais c'est après l'opération, parce qu'elle pensait que l'opération, ça allait améliorer des choses, comme ça avait rien amélioré. Donc là, elle nous a dit, oui, on va directement aller. Donc elle m'a envoyé directement dans un centre PMA. Voilà, dans un centre PMA pour insémination artificielle. Et du coup, tu as eu un rendez-vous rapidement? Parce qu'on me dit généralement... Très rapidement, très rapidement. Alors bon, c'est nul, mais bon, j'ai été pistonnée entre guillemets. Hein. Elle bossait avant, justement, elle était spécialiste avant là-dedans, elle bossait dans le centre à Strasbourg. Et du coup, comment ça s'est passé là? Ils vous disent, on vous propose une insémination Voilà, insémination. Et moi, je sais pas pourquoi, j'étais persuadée que ça ne marcherait pas en insémination. Là. Et je me suis dit, mais il n'y aura que la FIV qui fonctionnera. T'avais cet instinct qui te disait ça? Instinctivement. Donc. Mais bon, j'avais quand même, après première insémination, premier espoir. Donc là, on fait tout, toujours ensemble. Hein. Ça, c'est très, très important hein, je pense que pour les couples qui se lancent là-dedans. Donc déjà, il y a eu un premier deuil quand même à faire, ne pas réussir à faire ce bébé de façon normale, entre guillemets. Ah, c'est un vrai truc. Mais je viens de vulgaire, mais putain, j'arrive pas à donner la vie, quoi. Ouais, je comprends. Surtout qu'autour de toi, tu mais ça pullulait de bébés. Hein. C'était vraiment... Il y en avait partout. Après, bon, j'ai jamais eu cette jalousie ou cette envie ou quoi que ce soit, parce que je voulais le mien. Je voulais le mien, mais ça pullulait, donc du coup ça me ramenait toujours à ma propre histoire et puis pas envie d'en parler. Toujours, on n'en parlait pas à ce moment-là. D'accord. On n'en parlait pas du tout aux autres, entre nous beaucoup, mais donc on a tout fait ensemble. Hein. Il est venu à tous les examens pour moi, je suis allée aux examens pour lui. Voilà, et du coup, c'était quoi ces examens-là pour toi et pour lui? Pour moi, il y a eu comment on appelle ça, le truc avec les trompes là qui fait super mal. Oui, l'hystérosalpingo. Voilà, ça fait super mal. Donc bon, il pouvait pas rentrer, mais il était dans la porte à côté, donc il m'attendait. Il y a eu aussi les prises de sang et machin où il était toujours à côté. Lui, le jour où il a fallu qu'il fasse pour l'examen le spermogramme, j'étais aussi à côté. Enfin voilà, on s'est toujours soutenus là-dedans, quoi. Il y a eu aussi un truc qui m'a vraiment... C'était juste avant, il faut faire, il faut un prélèvement vaginal. Oui. Juste avant la première PMA pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas d'infection, des choses comme ça.
Et là, je l'ai très très mal vécu parce que c'était un médecin qui oui, bon, allez-y. Enfin, c'était pas un médecin, c'était un biologiste. Là, et, bon, dépêchez-vous, c'était assez violent. Donc, il était dans la porte à côté. Après ça, donc, j'ai pu pleurer dans ses bras parce que je me suis sentie vraiment très très mal. Je suis un peu pudique, donc voilà. Donc là, il faut oublier sa pudeur. Hein. Ça devient. Donc là, enfin bref, gros soutien tous les deux. Donc on y va. Et donc pour l'insémination, il était à côté. Et d'ailleurs, hein, toutes les inséminations, il a toujours été à côté. Il m'a toujours tenu la main. Et donc gros espoir. Les règles, ils ne viennent pas. Donc au bout de 17 jours, donc je fais une prise de sang négatif. Et la grosse larme. Et donc on recommence directement. Ah oui, donc et les piqûres aussi. Hein. Donc oui, ça, je me piquais. Donc moi, l'insémination, je les ai très très mal vécues, bizarrement. À la FIV, beaucoup mieux. D'accord. Parce que moi, mais j'en pleurais, donc et je me suis mise à beaucoup manger, j'ai grossi, je me reconnaissais plus. Vraiment, les inséminations, je les ai très très mal vécues. Deuxième insémination, pareil. Troisième insémination, pareil. Deuxième insémination, donc troisième insémination, c'était le jour de mon anniversaire, que je devais attendre les résultats. Et négatif, donc horrible. Ouais, j'imagine. Ah, donc c'était horrible. Et puis là, elle me dit, donc je retourne voir, donc c'est une école qui me dit, écoute, j'avais déménagé entre temps, je vais t'envoyer chez quelqu'un d'autre. C'est une ancienne collègue. Elle est vraiment spécialisée là, dans les FIV. Tu vas aller chez elle, voilà. Donc je suis allée chez elle. Et donc là, elle commence à me machin. On refait toutes les batteries d'examen. Et elle me dit, bon, elle nous explique multifactoriel et tout, on va directement passer par la FIV. Et moi, j'ai bloqué. J'ai dit, stop, j'en ai marre. Ça faisait 3 fois que tu vivais Voilà, l'insémination et sur des cycles d'affilée, t'avais pas pris de pause Voilà, non, voilà, c'est ça. Franchement, je le conseille pas. Hein. J'avais pas pris de pause et là, j'ai fait stop. On va pas refaire tout de suite. Donc, on est parti, on a fait un gros voyage. On est à l'autre bout du monde, au Vietnam. Je me suis remise au sport, j'ai perdu quelques kilos. Donc, j'ai attendu vraiment 6 mois. Hein. Ah, j'ai soufflé, je me suis récupérée. C'est bizarre à dire, mais je me suis récupérée moi. Ouais. Je n'ai plus du tout pensé à ce bébé. Même, voilà, c'était plus du tout. Voilà, on n'en parlait plus. Et puis, quand on est revenu, je lui ai dit, bah, c'est bon, on recommence. Et puis, cette fois-ci, voilà, on fait. Et puis, on fait la FIV, les piqûres, le machin, tout le bazar. Bon, alors, il faut savoir que mon histoire, ce que je disais, elle est très particulière. Parce qu'à côté de ça, moi, j'avais mon papa qui, quand j'ai commencé pour la FIV, hein, puis la fille, 3 jours avant, elle a été hospitalisée. Et en fait, il attendait un cœur. Et à côté de ça, j'avais ma maman qui, depuis des années, était bipolaire, donc était de plus en plus mal. Et donc, je te le dis ça parce que tu vas comprendre plus tard. Donc, c'était en parallèle de tout ça que je vivais ce pas de bébé, en fait. Donc, il y a mon père qui avait fait 2 AVC successifs, qui attendait un cœur, qui était hospitalisé, qui a été placé dans le coma pendant 3 semaines. Et ma maman qui était vraiment plus mal, enfin voilà, psychose paranoïaque, etc. Donc c'était un peu compliqué. Donc quand j'ai vu la FIV, je me suis focalisée que là-dessus. Donc à ce moment-là, comme dit, j'ai un peu... mon père, je suis allée le voir à l'hôpital, mais ma maman, je l'avais un peu zappée, entre guillemets, parce qu'il fallait vraiment que je me concentre là-dessus. Et donc arrive cette première FIV, ponction le 17 mars 2017, ouais, ça fait 2 ans. Fonction. On a 9 embryons, dont 6 qui survivent. Donc génial. Donc après ça, le 18, je vais à l'anniversaire de mon petit frère, il y avait ma maman. Le lundi, donc c'était le 21, donc il y a l'insémination, enfin voilà, avec mon chéri qui me tient la main, et puis on lui parle à cet embryon, etc. On est persuadé que ça va. Enfin, on était, je sais pas, moi là, je savais que c'était bon. Et le 3 avril, j'appelle, donc je fais la prise de sang. Et là, c'est positif. Ah, ton premier positif depuis... Voilà, premier voilà, positif. Et c'était un truc de fou. Ça a été, je sais pas, c'est un tsunami d'émotions. Ça a été, c'est extraordinaire. Donc j'appelle mon chéri pour lui dire directement. Il débarque à mon boulot. À midi, donc je prends congé. En fait, ça, on est heureux. Le 7 avril, c'était mon anniversaire. Ouais. Donc, en fait, super. Et toujours pas de nouvelles de ma maman. Elle m'appelle pas ce jour-là. D'habitude, elle m'appelait quand même
toujours pour mon anniversaire. Donc, je suis un peu fâchée, mais j'y pense pas bizarrement. Le 8 avril, quand même, j'ai un choc, je me réveille, je me fais, mais pourquoi elle m'a pas appelée? Et elle demande à mon frère d'aller voir. Et puis elle me dit, mais la porte est fermée, elle répond pas. Et là, je lui dis, appelle les pompiers. Et donc, je rentre sur chez elle. Enfin, on était à 1 heure de route, donc on prend la route, je pense à... Et en fait, il se trouvait qu'elle s'était donné la mort. Oh, je suis désolée. Ouais. C'est pour ça que je te dis que c'est une histoire assez... Ouais. Et donc, il a fallu tout, tout organiser, enfin, voilà, tout se prendre ça dans la figure, ce truc. Ouais, j'imagine. Cet essai, donc, voilà, Et donc, du coup, j'oublie plus ou moins mon petit bébé. Voilà, je me concentre sur ça, sur cette... Enfin, voilà, même si c'était très compliqué avec ma mère, voilà, mon cœur s'est arraché. Enfin, mon cœur était... Voilà, j'ai une partie de moi qui est partie. Enfin, ça a été assez... Puis au bout c'était... En plus, on a eu du temps. Puis ils ont mis du temps à nous remettre le corps. Enfin, bref, c'était compliqué pour organiser les obsèques. On a pu les faire que le 19. Et la veille de ça, j'ai eu une douleur atroce. J'ai cru que j'avais perdu du sang. Je cru que j'avais perdu mon bébé. Donc, je vais chez la gynécologue, chez ma gynéco qui me fait une écho. Et qui me dit, non, il est bien là. Et elle me fait, mais on peut pas encore entendre le cœur, c'est un peu tôt. Et en fait, je me fais, ah bah si. Et là, on a entendu son petit cœur. Ça a dû être un beau moment dans tout ça, oui. Ouais. Et tout ça, pendant que mon papa attendait son cœur, qu'il a obtenu d'ailleurs le 21 avril. Voilà, donc tout dans cette période-là. Ça a été une période très chargée émotionnellement. Émotionnellement, ça a été très, 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 très chargé. Ça a été intense. Dans tous les sens, je suis passée par le plus grand des bonheurs, en fait, le plus grand des tristesses. Et puis, je sais pas, je pense que je pense être une personne plutôt résiliente. Donc, est-ce que j'ai réussi à surpasser ça? Et donc, après, à retourner pousser, et puis à reprendre cette grossesse, et puis à aimer cette grossesse. Ça t'a demandé du temps de réapprivoiser tout ça. 2 bons mois, 2 bons mois, ouais, 2 bons mois. Je pense pas tant que ça, mais finalement 2 bons mois pour apprivoiser tout ça, pour me retoucher le ventre, voilà. Et puis je me suis accrochée à... J'avais une injonction, dans ma tête c'était une injonction au bonheur. Je me suis raccrochée à ça, bon, j'ai été suivie psychologiquement. Toujours compliqué. Et donc la grossesse se passait plutôt très très bien. Et puis un jour, je sens des contractions. Ça faisait mal toutes les 2 minutes. C'était en août. Donc je vais à l'hôpital en public. On me dit au Bourg-sur-Rien, vous n'avez pas l'air de vous rouler par terre. Et t'étais enceinte de combien là à ce moment-là du coup? De 4 mois et demi. D'accord. Ouais, je crois que c'était 4 mois et demi. En tout cas, j'étais pas encore dans le moment où on sauve les bébés. C'était avant les... Ouais. J'étais encore dans la fausse couche précoce, potentiellement. Enfin, tardif. Et là, on me renvoie chez moi, c'est rien. Vous avez pas l'air de vous rouler par terre de douleur. Bon, sachant que je supporte plutôt bien la douleur. Je reviens, ça continue. Là, on va à la clinique et là, elle me fait une écho. Et puis, je vois la tête de la sage-femme qui commence à devenir blanche. Et je vais appeler le gynécologue, machin. Donc, j'étais en fait, j'avais des contractions de travail qui jouaient sur le col. Donc là, à partir de là, j'ai été alitée. Donc, sur mon canapé pendant... Finalement, elle a tenu. Ouais. Elle voulait faire une fugue, mais elle a tenu donc jusqu'en décembre. Ouais. Et donc, j'ai vécu après cette grossesse et finalement, ça a été un mal pour un bien. Parce que là, je me suis vraiment concentrée sur ce bébé. J'ai parlé avec ce bébé, donc je pouvais quand même aller faire... On a fait de l'aptonomie, donc j'avais quand même droit à de bouger un petit peu. Oui. Donc, on est allé faire de l'aptonomie pour le papa. Et enfin, je sais pas, il y a une connexion avec mon bébé qui était assez extraordinaire. J'avais l'impression de la connaître. Ça a été... j'avais vraiment l'impression de la connaître, mon petit bébé. Je savais comment elle était. Bizarrement, elle a ce caractère-là. Hein. C'est pleine de vie. Elle est impatiente. Elle veut tout savoir. Elle veut tout voir. Elle est un petit caractère bien trempé. Mais voilà, c'est elle. Elle n'aime pas dormir parce qu'elle bougeait tout le temps. Et je disais toujours... On me disait, mais non, mais c'est pas possible, elle doit dormir. Je dis, non, je vous jure qu'elle dort pas. Et c'est toujours pareil, elle dort pas. Je m'y attendais. Non, mais vraiment, elle est de façon caractère, elle est comme je l'imaginais.
elle est forte et douce à la fois. Voilà, en tout cas, j'ai créé. Donc, ça a été un mal pour un bien parce que du coup, j'étais sur ce bébé. On était dans la bulle. Moi, je l'ai vécu. Voilà. J'ai vécu plutôt bien finalement cet allaitement de 4 mois. Alors, moi qui suis hyper dynamique, je ne supporte pas de rester à rien faire. Ah, peut-être que c'est la Donc, vie qui te disait ouais. prends ce temps pour Oui, je toi pense. et Oui, c'était ça. Prends ce temps pour me reconstruire aussi, pour pardonner à ma mère, pour plein de choses. Même pour me pardonner à moi, enfin, il y a eu tout un processus qui a dû quand même se faire un peu en accéléré parce qu'il fallait être là pour. Je savais que quand elle allait naître, il fallait être là pour elle, quoi. Donc voilà, c'était une grossesse. Bon, moi je dis toujours, c'est pas les événements qui comptent, c'est la façon dont on les vit. Parce que concrètement, vu de loin, on a l'impression que c'est horrible. Mais quand j'y repense, ça a été un moment de bonheur. Et qui est encore plus maintenant, hein, mais, voilà, mais quand j'y repense, c'est un moment de bonheur. Je lui en ai parlé dans le ventre. Parce que je pleurais pendant la grossesse. Et j'en ai parlé même maintenant. Ça m'arrive encore de pleurer de temps en temps. Je lui en parle, je lui raconte tout. Je lui ai écrit aussi. Donc son carnet de grossesse, son livre de grossesse avec les photos, les machins, tout ça. Il est un peu, c'est plus un journal intime que je lui donnerai un jour. Oui, je lui en parle mais alors c'est un bébé qui est tellement joyeux. Elle sourit tout le temps, elle est née en souriant en fait. C'est un truc de fou. Ça a été ma grossesse, le moment le plus intense de ma vie. j'imagine. Et du coup, mais je la changerai pas. Bon, peut-être si j'enlève le décès de ma mère. Et Ouais, sinon, en elle-même, je la changerai pas. Je changerai même pas cet allaitement. Elle doit savoir aussi, ta fille, que vous êtes battue pour l'avoir aussi. Il y a eu toutes ces Ah années avant. Enfin, elle. oui. Ah oui, on lui raconte et on le racontera. Et ça a été. Mais en fait, c'est ça. C'est une lueur. Ça a été une lueur d'espoir. Non, un soleil d'espoir. Et elle m'a ramenée à la vie. Elle m'a ramenée à la vie. Elle m'a obligée à m'interroger sur moi. Même maintenant, toujours maintenant, parce que à revoir mon enfance, à repenser à toutes ces choses que j'ai vécues, qui n'étaient pas faciles, à cette enfance et à m'affronter moi-même, mes pulsions de colère, mes pulsions comme de violence des fois que j'avais en moi. Donc obligée de revoir tout ça. Donc grosse introspection. Donc voilà, il y a tout un processus qui s'est enclenché et qui je pense durera toute ma vie. Mais elle m'a changé. Non, elle m'a pas changé, elle m'a fait évoluer. Ouais. T'as grandi avec elle en quelque sorte. Ah oui, j'ai grandi. Je suis née le 18 décembre. C'est tout simplement, je suis née, voilà. J'avais une vie avant et je suis née parce que j'ai donné la vie. Ce petit tête qui me regardait, genre, mais et toi là-bas, t'as intérêt à assurer quand même, hein. Mais en même temps, qui me regarde toujours avec un amour infini. C'est extraordinaire, franchement. J'ai eu cette chance d'aimer ma grossesse, d'aimer mon accouchement, d'aimer. Voilà. Je voulais savoir si tu avais un message à passer aux femmes qui, comme toi, ont pu avoir des difficultés pour avoir un bébé ou qui sont en train de vivre ces périodes un petit peu difficiles. De ne pas perdre espoir. Ouais. Franchement, de ne pas perdre espoir, mais surtout de ne pas se culpabiliser, de s'écouter, que leur tristesse est légitime. Voilà, moi, que ça ne regarde que si elles ont envie d'en parler, elles en parlent. Que si elles n'ont pas en parler, elles n'en parlent pas. Que ça ne les regarde que elles et leur couple. Mais que tout est légitime. Tout ce qu'elles ressentent est légitime, en fait, c'était ça. Parce que moi, on me disait toujours, mais t'es jeune, ça, écoute, c'est dans ta tête, c'est machin, ouais, sois pas si triste. Voilà, quand j'ai commencé à en parler, et donc, vous pouvez pas vraiment en parler, donc, surtout, entourez-vous de personnes juste qui sont là qui ne sont pas jugeantes, si vous avez juste envie d'être écouté, mais qui disent juste rien, en fait. Voilà, mais surtout, tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez est légitime. Même si des fois vous ressentez de la jalousie, de l'envie.
Parce que toutes tes copines là qui font 12 gosses à la minute, c'est légitime. Tout est légitime. Donc pas perdre espoir, que les émotions, il faut les vivre, les émotions. Et que franchement, ça vaut le coup. Bah, merci beaucoup parce que Ouais, voilà. comme tu disais, je pense que tu as une capacité de résilience assez impressionnante. Et ton témoignage là, il nous montre bien que il y a toujours de l'espoir, il y a toujours... Ah oui, il y a toujours, ça dure longtemps. Ouais. Ah oui, petit message aussi, ne pas croire quand on vous dit que c'est dans votre tête. Ah oui, ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est Voilà. cette phrase qu'on dit bien trop souvent. Voilà, et mon parce sens. que une fois, une énième fois, hein, je suis allée voir, parce que je savais quand même voir pas mal de gynéco. Hein. Un jour, il m'a dit, il y en a un, puis alors, je lui ai dit, écoutez, une femme qui se fait violer et qui tombe enceinte, elle devrait pas tomber enceinte puisqu'elle se fait violer. Pourtant, elle tombe enceinte, donc c'est pas dans sa tête. Donc moi, si j'arrive pas à tomber enceinte, c'est pas dans ma tête. Le corps fonctionne d'une certaine façon, c'est qu'il y a un souci quelque part. Alors vous ne le savez pas, je veux bien, mais c'est pas dans ma tête. Et en tout cas, pas perdre espoir, quoi. Là, je suis maman, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et puis voilà, vivre les événements. Moi, j'ai vécu voilà, mon accouchement, pareil, qui a été très long, mais finalement très beau. Donc j'ai eu pas mal de faux travail. Hein. Puis le jour de l'accouchement, je savais que c'était le jour-là. Enfin, je savais que ça allait être là. Donc bon, on est allé à l'hôpital. J'arrive, et puis au bout d'une heure, le col s'ouvre. On arrive, je suis à 2 centimètres. Au bout d'une heure, le col est à 3. On me dit ça va aller super vite. Finalement, ça prend 16 heures. Ah oui. Je voulais le faire sans péridurale, mais bon, on m'avait expliqué que dans la mesure où j'avais un gros risque, j'avais un utérus cicatriciel, il valait mieux la péridurale. Donc finalement, j'ai eu la péridurale, mais très légère. Mais au début, mais j'ai quand même vécu 10 heures sans péridurale. D'ailleurs, c'est faisable, hein, parce que moi, je m'étais préparée dans ma tête à y aller sans péridurale. Hein. Donc c'est faisable. C'est gérable. On a eu la baignoire, on a eu la musique, on a eu une équipe géniale. Donc, et puis, au bout d'un moment, quand même, la péridurale. Et ce col qui ne s'ouvrait toujours pas. Donc, on me dit que je vais partir en césarienne. Et puis là, je dis à la sage-femme, non, attendez, je vais parler à mon bébé. Et là, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, maintenant, mon cœur... mais il était 11h du soir, le 17 décembre. Écoute, mon cœur, maintenant... va falloir que tu lâches prise, hein, parce que je t'ai dit pendant 5 mois de tenir, mais là, tu lâches prise, hein, tu vas naître. Hein. Et une heure plus tard, elle est revenue, elle me fait, mais vous êtes à 10 centimètres. Le col était... Je ouvert d'un coup. Et là, pareil, le bébé n'était pas dans une position correcte, enfin, il s'était mal engagé. Donc, rebelote, on me dit, ouais, non, mais on va repartir. Enfin, elle commence à s'inquiéter. Donc, et en fait, pendant que je poussais, ma fille s'est remise dans le bon sens. Elle y est allée, et puis 20 minutes, et finalement, la poussée, ça a duré 20 minutes. Et j'avais pu, tu sais, moi, j'avais demandé à ce qu'avoir le minimum de dose, je voulais vraiment tout sentir. J'ai tout senti, la douleur en moi, ce qui est génial, hein. Voilà, donc même pas 20 minutes de poussée, c'était génial. J'étais à un moment extraordinaire, donc en même pas 20 minutes de poussée. Puis là, on m'a donné, j'ai tendu les mains et j'ai hésité à sortir mon petit bébé. Qu'est-ce que tu voulais, ce que tu avais projeté de faire? Ouais, je voulais ça, puis avec papa à côté, puis on me l'a mis sur le torse, puis voilà, sur mon regard. Et puis, au bout d'une heure comme ça, elle commence à craindre, tu sais, le réflexe, là, vers le sein. Et donc, elle a pris le sein toute seule, comme ça. Et c'était juste génialissime avec papa qui était... Enfin, c'était moi, j'ai adoré mon accouchement. C'est rare aussi qu'on entende ce genre de témoignage, donc merci de nous en parler ici. Oui, non, mais ça existe, hein. Et zéro déchirure. Ah, je tiens juste à signaler, un bébé de presque 4 kilos, zéro déchirure. Hein. Bah, c'est comme une lettre à la poste. Bah, dis donc, elle avait envie de venir. Ah oui, elle avait envie de venir et ouais, elle aime la vie. Et puis le lendemain, ma tante me dit, ah, bah, tu sais, j'ai appelé ma grand-mère au Cap-Vert qui m'a dit, tu sais, le bébé est né, avant même qu'elle lui dise qu'elle était née, le bébé est né, on m'a dit, et c'est un bébé très joyeux et heureux, ce qui est vrai. Ah, c'est fou. Voilà, non, c'est des petits trucs comme ça. Voilà. Donc non, l'accouchement, mais c'était, la poussée, l'accouchement même, c'était une poussée d'adrénaline, cette puissance qui sort de soi. Ce truc où j'avais l'impression en fait qu'il y avait toutes les femmes de ma famille qui étaient là. J'avais ce sentiment que j'étais accompagnée par des générations et des générations.
et qui était là et ça a été mais une apothéose. Alors donc les mamans, alors tout le monde ne viendra pas forcément et le prochain accouchement ne sera pas forcément comme ça, hein, parce que moi je pense que j'ai eu le truc idéal. Enfin, déjà supporter ce qu'on supporte pendant des années à essayer d'avoir un bébé et après faire naître cet enfant. Voilà, franchement, toutes ces femmes, vous êtes des warriors quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Alors, ouais, les femmes de manière Voilà. générale, qu'importe le vécu qu'on a, Ouais, on est des warriors. ouais. Non, mais c'est vrai. Non, franchement, et quand je vois ma fille, je me dis, waouh, quel warrior. Et alors qu'elle a que 15 mois, entre guillemets, donc t'imagines Ouais. un peu. Ouais, non, mais. Elle s'est accrochée dans ton ventre. Déjà, elle s'est accrochée après ses Elle s'est filles. accrochée. Elle est restée accrochée avec Ouais. tout ce que tu vivais. Elle est restée accrochée quand t'as été alitée. Elle a décidé de descendre quand tu lui as dit que c'était bon, qu'elle pouvait venir. Enfin, c'est un petit bout de femme. C'est incroyable, quoi. Ah, mais tu la vois, c'est un petit bout de femme. Moi, tous les jours, en fait, quand je me réveille, je suis waouh, j'ai fait ça, moi. Alors que tu vois, avec tout ce que t'as vécu, toutes ces années d'attente. Parce que t'as attendu combien de temps, du coup, avant de l'avoir, au final? 5 ans. 5 5 ans. ans. De mes 28. 28 ans, c'était en mai. Je venais d'avoir 28 ans jusqu'à mes 33 ans. 5 ans, ouais, ça a été avec enfin, c'était long. On nous croyait. Alors, le souci, ouais, c'est quand tu commences et que tu es jeune. Hein. Franchement, peu importe l'âge. Hein. Ouais. Si vous sentez que vous avez un truc qui va pas, vous avez un truc qui va pas. Ouais. Et oui, toi qui avais l'image de la PMA, que c'était pour les couples peut-être plus âgés. Ah, mais moi, final, c'était ça. Hein. Pour ouais, moi, c'était voilà. les personnes de 40 ans qui ont mis du temps, pas les personnes de 28 ans qui descendent de femmes fertiles depuis 12 générations. Ouais. Non, et puis du coup, oui, après maintenant, je me suis beaucoup renseignée pendant ce temps. J'aime comprendre, donc j'ai beaucoup lu sur la PMA, j'ai essayé de me renseigner. Et puis finalement, c'est peut-être mieux qu'elle soit arrivée maintenant, parce qu'à 28 ans, j'étais sûre de moi, j'étais sûre de tout savoir. Entre-temps, j'ai changé de carrière. Hein. Ouais. J'ai changé ma vision des choses. Je ne sais, maintenant, j'apprends avec elle. Et surtout, à 28 ans, je ne me serais pas posé autant de questions sur la parentalité. Et j'aurais peut-être eu un geste, une fessée, où ça m'aurait paru normal, tu vois. Pas maintenant. Faut se dire que, enfin, moi, je me dis toujours, rien n'arrive au hasard. Vivons les choses. Ouais, comme dit, c'est pas les événements qui comptent, c'est la façon dont on les vit. Merci beaucoup d'avoir partagé toute ton histoire. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça pourra aider des mamans. J'espère que l'histoire d'Elena vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper des nouveaux témoignages sur les essais bébés qui sortiront très bientôt. Et je vous dis à très vite.